Bonjour. J'aimerais vous faire partager quelques idées que j'ai mises dans ce livre, l'élément E. Mais auparavant, j'aimerais vous faire part de quelques raisonnements au sujet du nombre des aïeux que l'on peut avoir à une époque bien déterminée. Pour cela, je suppose qu'il n'y a pas eu de consanguinité au cours des siècles. Pourquoi ? Parce que, d'une part, le calcul est plus simple, d'autre part, ça donne un ordre d'idée. Ainsi, je peux dire qu'il y a un siècle, j'avais au moins 2 aïeux. Évidemment, je peux en avoir plus. Et si mes aïeux font le même raisonnement, je peux dire qu'il y a 2 siècles, j'avais au moins 4 aïeux. Et il y a 3 siècles, donc, 8 aïeux. Je peux aller comme ça jusqu'à 21 siècles et dire, j'avais, comment je fais pour avoir le calcul à ce moment-là ? Eh bien, je vais 2 fois 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 2, avec 21 facteurs de 2. En mathématiques, on dit 2 puissance 21. Eh bien, ça fait un nombre assez considérable, ça fait dans les 2 millions. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, le nombre estimé d'habitants sur la planète était à peu près de 170 millions. C'est pas mal, 2 millions sur 170 millions, c'est un pourcentage qui n'est pas négligeable. Je peux aller bien sûr encore plus loin. Je peux me demander combien d'aïeux j'avais il y a 2000 siècles, à peu près il y a 200 000 ans, lorsque l'homme est apparu, et là, on voit que le calcul pose des problèmes, surtout l'hypothèse de consanguinité. On arrive à 2 puissance 2000. Alors là, un nombre difficile à lire, puisque c'était des milliards et des milliards. On savait très bien qu'à cette époque-là, 200 000 ans, il n'y avait pas autant de monde sur la planète. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que cela prouve quelque chose, sans doute, que tout le monde sait, évidemment, c'est que, premièrement, on est tous cousins éloignés, on a tous des ancêtres, des aïeux en commun, c'est vrai, et que d'autre part, le taux de consanguinité était assez élevé dans le passé. Bon. Mais, au-delà de tout ça, ce qui est intéressant, c'est que face à cette unité de conception, il y a la différence. La différence entre les hommes, la différence entre 2 hommes. En découlent les différentes pensées, les différentes idées, les différentes philosophies, les différents chemins. Les différents chemins dont la raison sélectionne parfois certains sans issue. Donc il est inutile d'emprunter. Mais quand on dit inutile, cela suppose au préalable un postulat. Un postulat qui fixe une cible. Quel peut être ce postulat, si ce n'est que celui qui va définir une raison d'être ? Et alors là, 2 choses peuvent se passer, 2 modes de pensée, où il y a une raison d'être, où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, tous les chemins ont la même égalité d'utilité. Si il y a une raison d'être, alors là, il y a des chemins qui sont inutiles d'emprunter, puisqu'ils ne mènent pas à la cible de la raison d'être.
Eh bien, j'ai démontré par un raisonnement purement mathématique que s'il y avait une raison d'être, j'ai démontré dans ce livre que s'il y avait une raison d'être, alors cette raison d'être est la même pour tout homme. Écoutez, merci de votre attention. La prochaine fois, je rentrerai un petit peu plus dans les détails de ce livre-là, l'élément E. À bientôt.